Il déchire et il mange, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch! Après avoir passé en revue la première des trois mers, la Mater Susperiorium dépeinte dans le Suspiria de Dario Argento, on va s'attaquer à la deuxième des trois mers, Mater Tenebrarum, dépeinte dans le Inferno de Dario Argento, sorti en 1980. Par contre, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille fortement de voir la vidéo sur Suspiria avant celle-ci. Inferno, Mater Tenebrarum. La mère des ténèbres, la plus jeune mais aussi la plus cruelle des trois. Elle contrôlerait New York. Kinsey la définit comme une sœur dont on ne doit pas évoquer le nom à voix haute. Elle n'a pas âme qui vive sur son territoire, car elle est la désolation. Elle est d'une hauteur sans fin et possède des yeux perçants. C'est la plus fougueuse et imprévisible des trois sœurs. Argento, lui, la définit comme la plus jeune et la plus cruelle, et même la mort. Si Argento avait déjà réussi à se faire une place de choix dans le cinéma de genre en popularisant le giallo instauré par Mario Bava, c'est sans aucun doute Suspiria qui fera de lui le maître incontesté de l'horreur à l'italienne. Suite à la sortie de son Suspiria, on ne jure que par lui et le met définitivement sur un piédestal. Ce conte irréel et occulte aux couleurs sans pareil est bien loin de ses premiers giallo comme L'oiseau au plumage de cristal ou encore Le chat à 9 queues. Suspiria passe les frontières et impose le style de Dario Argento. Pendant près de 3 ans, le public va donc attendre une suite, les Japonais allant jusqu'à nommer Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse sortis en 75, soit 2 ans avant Suspiria, Suspiria 2. Bon, déjà au niveau de la timeline, il n'y a pas de doute, ils ont fait fort, mais pour le petit rappel, Profondo Rosso est un giallo qui nous embarque dans une enquête de Marcus alors qu'il tente de se remémorer le meurtre dont il a été témoin afin de le résoudre, et ce avant d'être réduit au silence par le tueur. Concernant Suspiria, on ne peut pas en être plus loin. Il s'agit là des mésaventures de Suzy alors qu'elle part étudier dans une école de danse en Allemagne. Une école qui va vite s'avérer être le théâtre d'événements occultes et peut-être bien même d'un coven de sorcières. Comme quoi il n'y a pas que les Italiens pour prendre des libertés concernant les sagas horrifiques et plus précisément avec les œuvres cinématographiques en général. C'est finalement en plein travail sur le zombie Dawn of the Dead de Romero, en proie à de sombres visions alors seul dans sa chambre d'hôtel située en face de Central Park, que l'inspiration pour une suite de Suspiria lui vient en tête. Un soir, alors qu'il observe le lac de la fenêtre de sa chambre d'hôtel, il se remémore une légende urbaine sur une des espèces inconnues de reptiles censées hanter le dit lac une fois la nuit tombée. À partir de là, la suite de son Suspiria était en marche. C'était acté, il s'axerait autour du personnage de la Mater Tenebrarum conté par Thomas Kinsey. Dans Peur, son autobiographie, Argento dit « Je n'ai jamais suivi de psychanalyse, chaque fois que je ressens le besoin d'une confrontation avec moi-même, chaque fois qu'un conflit est aux aguets, je me consacre à un nouveau film et tout se résout. » Suspiria est probablement le plus populaire des opus de la trilogie des Mater. Mais Inferno, lui, est l'opus le plus personnel des trois. En donnant une suite à son Suspiria, Dario Argento ne se donne finalement presque pas de limites. Sauf celle imposée par la Fox, qui produit alors le film. Argento bénéficiera effectivement d'un budget beaucoup plus élevé que pour ses longs métrages précédents, donnant encore plus de possibilités à son créateur, mais le mettant aussi sous le joug de la Fox et de ses exigences. Ici, il réalise une œuvre catharsis, une œuvre qui est le fruit d'une période trouble où Dario Argento se sent cerné par la mort. Dieu sait pourquoi, j'étais convaincue que j'allais mourir prochainement. J'imaginais déjà la femme de chambre qui, en arrivant un matin pour ranger la chambre, trouverait mon cadavre penché sur la machine à écrire. Le résultat de cet effort créatif et de ses inquiétudes sans fondement fut Inferno, qu'aujourd'hui encore je considère comme l'un des projets les plus mystérieux de ma carrière. C'est donc le spectre de la mort qu'il finira par renfermer dans Inferno et surtout au travers de la Mater qu'il identifie lors du final comme la mort elle-même.
Plus qu'une œuvre catharsis, c'est aussi la plus expérimentale d'Argento. Une œuvre où il nous entraîne dans un labyrinthe coloré fantasmagorique que ni lui ni le spectateur n'arriveront à appréhender. Le tout avec l'omniprésence de la mort dans le long métrage comme dans les pensées d'Argento lorsqu'il accouche d'Inferno. Et qu'en est-il de notre Daria Nicolodi ? Si elle est toujours dans l'ombre de ce deuxième opus et semble avoir pris part au projet dans la phase d'écriture, elle passe aussi devant la caméra. Cependant, elle s'impliquera beaucoup moins dans ce deuxième volet que pour la création de Suspiria afin de ne pas réitérer la période trouble qui avait suivi. Le tournage de Suspiria avait en effet entraîné une cassure entre les deux artistes. Notamment car Daria Nicolodi n'avait pas pu jouer le rôle de Suzy dans un premier opus des Mater alors qu'elle avait écrit le personnage pour elle. Elle avait aussi dû mener un combat sans faille afin de légitimer son travail et être créditée au générique, les désaccords allant jusqu'à causer le départ de Daria Nicolodi du tournage de Suspiria. Dario Argento ira même jusqu'à dire que c'est cette cassure qui a entraîné la fin de leur histoire et qu'ils ne s'en sont jamais vraiment remis. Avec Inferno, la suite tant attendue de Suspiria, Dario Argento nous offre des éléments de réponse à son conte fabuleux. Si pour moi le Suspiria d'Argento est une œuvre qui se subit tant elle est vécue comme une expérience hors du temps et qu'elle ne nécessite pas forcément plus d'approfondissement, j'avoue que la curieuse en moi se contente et jubile de ces nouveaux indices sur les trois mers. Mais surtout sur la mise en place d'une véritable trame historique et d'un vrai mythe. Inferno, c'est l'opus qui va réellement créer un lien, un ensemble pour former dans un premier temps une duologie, puis 27 ans plus tard la trilogie finale. Cet opus appuie clairement une volonté d'agencer une unité, une mythologie, mais c'est aussi celui qui annonce une trilogie de 3 histoires, qui embarqueront les spectateurs dans des contes singuliers aux recoins sombres et mystérieux. En 1980, Inferno sort sur les écrans et la légende des trois mers, elle, prend vie par la même occasion. Dario Argento ira jusqu'à dire « Avec Daria Nicolodi, j'ai construit une légende que j'ai pleinement illustrée par le biais d'Inferno. » C'est effectivement dans cette suite qu'il inclut la légende des trois mers et l'explicite, celle de 3 anciennes sorcières qui parcourent le monde pour le plonger dans les ténèbres. Et même si cette légende semble pensée après coup pour apporter un peu de consistance au récit de Suspiria, la Dark Queen est officiellement définie comme la Mater Suspiriorum dans cet opus, Inferno ne se débine pas et nous balance la légende de ces 3 sœurs, et ce dès l'introduction du long métrage. Il s'ouvre en effet sur une dague, mais aussi et surtout sur le livre des trois mers en gros plan, ce livre basé sur les journaux d'Emilio Varelli, un architecte qui aurait jadis construit des demeures aux trois mers. Les trois mers. Dario Argento rentre tout de suite dans le vif du sujet et nous offre un mode d'emploi des 3 sœurs sorcières explicité par la voix off de Varelli, comme un mage qui nous guiderait dans une épopée à venir. Il explicite ainsi les 3 demeures au centre des longs métrages, mais aussi leur emplacement, en Allemagne, à New York et en Italie, dans le but de former une triangulation maléfique afin de doter les 3 sœurs d'un plus grand pouvoir et ainsi asseoir leur influence sur le monde. Nous appelons Silentium. Cependant, vu les expériences de nos confrères, nous aurions dû éviter de perturber les profanes en leur imposant notre savoir. Moi, Varelli, architecte résident à Londres, ai rencontré les 3 mers et leur ai dessiné et fait édifier 3 maisons. Une à Rome, une à New York et la 3e à Fribourg. J'ai hélas découvert trop tard que de ces 3 domiciles, les 3 mers dirigeaient le monde dans la douleur, les larmes et les ténèbres. Mater Suspirorum, la mère des soupirs, la plus âgée des 3, se trouve à Fribourg. Mater Lacrimarum, la mère des larmes, la plus belle des 3 sœurs, dirige Rome. Mater Tenebrarum, la mère des ténèbres, la plus jeune et la plus cruelle, contrôle New York. Varelli ajoute tout de même qu'il n'était pas au fait des intentions des 3 sœurs, il ne découvrira que par la suite qu'elles ont choisi ces demeures dans le but de diriger le monde dans la douleur, les larmes et les ténèbres. Et c'est pour donner un guide de survie face à ces 3 mers qu'il transpose ces informations sur celles qu'il nomme les sœurs infâmes. Ainsi, il les évoque au nombre de 3, comme les grâces, les furies, comme l'évoque aussi Thomas Kinsey dans son roman Confession d'un mangeur d'opium. Par sa voix, il met aussi en garde contre l'apocalypse sur Terre où vivent ses sœurs. Enfin, il donnera 3 pistes et éléments majeurs pour le spectateur comme pour le protagoniste, les clés. La première clé, mais aussi la principale, la terre sur laquelle les 3 maisons sont construites deviendra pestiférée. Telle est la première clé du secret. La deuxième clé, elle, est cachée dans la cave de leur maison. Là, vous trouverez le portrait et le nom de la sœur qui habite la maison. Oui, là est la seconde clé. Enfin, la 3e se trouve sous la semelle de tes chaussures. Oui, là est la 3e clé. Ainsi, Argento nous installe un manifeste et un mode d'emploi des Mater. Il opère aussi un autre changement dans cette seconde œuvre, se dirigeant bien plus vers l'alchimie que la sorcellerie. Durant toute la genèse d'Inferno, Dario Argento visitera des églises gothiques, lira des ouvrages de Fulcianelli, tels que Demeures philosophales, sorti en 1930, ou encore Les mystères des cathédrales,
de 1926, des ouvrages connus pour décrypter la symbolique alchimiste de plusieurs bâtiments. De ce personnage mystérieux et adepte de Lucifer, il s'en inspire pour créer celui de Varelli, le fameux architecte à l'origine des demeures des Trois Mers. L'occultisme et la mythologie autour de ces trois horribles sœurs sera non seulement explicité dans Inferno, mais aussi bien plus mis en avant. Avec ce long métrage, Argento joue beaucoup moins sur le mystère et bien plus sur l'alchimie par l'intermédiaire du personnage de Varelli et de son ouvrage. Cet ouvrage qu'il présente comme une sorte de bible des Trois Mers. Ici, dans Inferno, il est question de la mère la plus jeune et la plus cruelle, Mater Tenebrarum. Comme avec la sœur dépeinte dans Suspiria, Argento s'éloigne de l'œuvre de Kinsey. Ouvrage qui a inspiré le mythe des Trois Mers à Argento, pour ceux du fond qui ne suivent pas et qui n'ont pas vu la première vidéo sur Suspiria. Dans l'œuvre de Thomas Kinsey, il est en effet plus question de déesses, de divinités, de muses qui n'agissent pas directement sur le monde des vivants et non des sorcières. Thomas Kinsey évoque trois sœurs qui forment le trio des tristesses et qui incarnent les personnifications des différentes douleurs du cœur humain. Ces déesses, contrairement à celles illustrées par Argento, ne sont pas profondément mauvaises. Argento, lui, choisira de ne retenir que leur part d'ombre. Ces trois mères sont des douleurs, des matérialisations du mal, des ténèbres dans leur forme la plus pure. Elles deviennent ainsi une menace tangible et s'illustrent comme les gardiennes de l'enfer. Les trois mères originelles, Thomas Kinsey les mentionne dans Suspiria de Profundis, dans son chapitre Levana et nos dames des tristesses. À travers ses écrits, il conte l'histoire de Levana, celle d'une femme qu'il croisait en rêve et qu'il définit comme la déesse romaine qui préside aux premières heures de l'enfant, qui surveillerait et régirait leur éducation. C'est par cette déesse Levana, qui affectionne tout particulièrement la douleur, qu'il introduit les trois sœurs. Ces dames, me disais-je souvent à moi-même en voyant les ministres avec lesquels Levana conversait, ce sont des tristesses. Elles sont trois, comme sont trois les grâces qui revêtent de beauté la vie de l'homme, comme sont trois les Pâques qui tissent la sombre tapisserie de la vie humaine, sur leur mystérieux métier sans jamais en bannir tout à fait les couleurs tristes, parfois l'exaspérant de cramoisi et de noir tragique. Comme sont trois les furies qui de vengeance, appelées d'au-delà, de la tombe châtient les fautes commises en deçà. Comme n'étaient que trois primitivement les muses qui appliquèrent la harpe, la trompette ou le luth au grand refrain des créations passionnées des hommes. Celles-ci sont les tristesses et je les connais toutes trois. Il cherche par la suite à définir ces tristesses, ces incarnations des souffrances du cœur humain comme trois personnalités distinctes et veut les personnifier de chair et de sang. Il les définit comme des puissants fantômes qui communiquent par les organes de l'homme. Oui, le mec est un peu perché, j'avoue. Elles s'expriment selon lui par des signes distincts dans le ciel, dans la terre ou encore par des hiéroglyphes. Il commence par la plus âgée des trois sœurs, Mater Lacrimarum ou Notre-Dame des larmes. Elle se cache dans les chagrins, ses yeux sont tour à tour doux et pénétrants, effarés et endormis, se levant souvent vers les nuages, souvent accusant les cieux. Elle voyage dans les vents, porte à sa ceinture des clés d'une grande puissance. Elle possède aussi le royaume le plus vaste. C'est d'ailleurs grâce à ces clés qu'elle se glisse chez les hommes en quête de tristesse. Elle qui est la première est prénommée Madone par Thomas Kinsey. La seconde, quant à elle, se nomme Mater Suspiriorum, Notre-Dame des Soupirs. Contrairement à sa sœur aînée, elle ne porte pas de diadème, ne se promène pas sur les vents, elle n'a pas le même regard, mais a des yeux qui renferment des rêves à moitié morts et des débris de délire oubliés. Elle porte un turban en loques et fiche toujours le sol. Elle n'est pas dans le même esprit de rébellion que sa sœur Lacrimarum, mais reste silencieuse et n'accuse jamais. Elle est douce et humble, elle ne chuchote ou ne murmure que dans les lieux isolés et lorsqu'elle est seule. Cette sœur, elle accompagne les parias. Notre-Dame des Soupirs porte elle aussi des clés, mais n'en a guère besoin, car elle visite surtout les voyageurs et les vagabonds. Enfin, la troisième sœur, la dernière mais aussi la plus jeune des trois, Thomas Kinsey souhaite qu'on ne la mentionne qu'à voix basse. La Mater Tenebrarum, Notre-Dame des Ténèbres, elle n'a pas un grand domaine, car aucune âme ne pourrait y vivre, mais elle possède un pouvoir absolu sur celui-ci. Tandis que l'une de ses sœurs regarde le ciel, que l'autre observe la terre, elle possède une tête d'une hauteur sans pareille. Et on ne saurait oublier ses yeux qui brillent même recouverts de plusieurs voiles de crêpe. Le tout dans une grâce tragique et troublante. Elle n'est pas rebelle ou passive comme ses autres sœurs, mais défie les dieux. C'est la mère des démences et la conseillère des suicides. Elle a un pouvoir ultime sur les esprits fragiles et déments. Elle est beaucoup plus fougueuse et imprévisible que ses deux sœurs. Ne possédant pas de clé, elle n'en a cependant pas besoin. Car si elle n'approche pas beaucoup de visiteurs, lorsque l'occasion se présente, elle bondit et fonce. Voilà comment elle définit ses trois sœurs, si sublimes et mystérieuses soient-elles, mais loin des sorcières maléfiques d'Argento. Contrairement à la Mater Suspiriorum qui n'avait presque aucun pouvoir et comptait sur son coven, Mater Tenebrarum, elle, est bien puissante et en pleine possession de ses moyens. Cependant, elle possède tout de même un coven composé notamment d'Alida Valli qui jouait Miss Tanner dans Suspiria.
Ce coven vit dans un immeuble où elle se promène en revêtant les traits d'une infirmière qui s'occupe d'un mystérieux vieil homme. Alors que sa sœur Mater Suspirorum était omniprésente mais ne se matérialisait presque pas dans le premier chapitre des Trois Sœurs, Tenebrarum, elle, prend une forme bien plus tangible. Elle est plus cruelle, c'est la mort. Et si sur le papier la Mater Suspirorum est bien plus sage et calme que Tenebrarum, la réalisation qui accompagne les deux longs métrages dit tout le contraire. Quand Suspirorum est dépeint dans un long métrage beaucoup plus sauvage et plus imprévisible dans sa photographie, ses couleurs plus vives, ses lumières ou encore la musique qui l'accompagne, Tenebrarum, elle, s'illustre dans un film plus sage, plus mature dans ses choix esthétiques, probablement dû à la présence du maestro Mario Bava dans l'équipe du film, et surtout par une lumière toujours plus irréelle mais aussi plus douce que celle de Suspiria. Dans Suspiria, Dario Argento marquait le renouvellement de l'horreur fantastique italienne, et ce tout en respectant une tradition instaurée par le maître Mario Bava. Avec Inferno, son attachement à cette tradition ne peut pas être plus explicite, notamment par la présence de Mario Bava sur la quasi-intégralité du tournage. Ici, l'instigateur du giallo, celui qui inspira bon nombre de slashers et d'autres films du genre par la suite, s'impose comme une figure majeure dans la réalisation de ce second opus. Il remplira alors de multiples casquettes sur le tournage, aidant dans les effets spéciaux, se retrouvant momentanément derrière la caméra. L'actrice Irène Miracle, interprète de Rose, ira même jusqu'à affirmer que Dario Argento n'était pas vraiment présent lors des prises de vue de ces scènes, et que Mario Bava avait énormément pris le relais, voire en avait tourné l'intégralité. Mais ce film marquera aussi la collaboration entre un autre membre de la famille Bava, Bava fils, Lamberto Bava. Il officiera en tant qu'assistant réalisateur sur le long métrage, mais aussi par la suite sur son film Ténèbres, sorti en 1982. Puis quelques années plus tard, Argento produira son film Démon, disponible sur Shadows, réalisé avec l'assistance de Michel Soavi. Il réitérera l'expérience en produisant aussi la suite de Démon, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sa fille Asia Argento joue dans le film. Le cinéma italien, c'est un peu comme une grande famille en soi. Et si tu ne vois pas bien qui est Lamberto Bava, tu as peut-être vu son magnifique téléfilm La Caverne de la Rose d'Or qui était diffusé sur M6 durant les années 90. Ou encore La Légende d'Alizéa, avec en prime Monsieur Christopher Lee, au passage. Ça a pris un sacré coup de vieux, je vous l'accorde, mais si vous avez le courage, tentez. Personnellement, j'ai un faible pour ces vieux téléfilms de mon enfance. Quand Suspiria évoluait dans un monde proche de Blanche-Neige et les Sept Nains, ou encore Alice au Pays des Merveilles, Inferno lui se basera sur le conte des frères Grimm, Hansel et Gretel. Dario Argento intègre ce conte comme le noyau central de son scénario. Ainsi, Marc et Rose seront conçus comme des Hansel et Gretel, qui prendront vie non pas dans une maison de pain d'épices, mais dans un immeuble aux airs de labyrinthe démoniaque. Tout comme Hansel et Gretel, les protagonistes suivront des miettes de pain, les indices, qui les mèneront tout droit vers la mort elle-même. Encore une fois, Argento ne se contente pas d'inclure ses personnages dans un univers empreint de contes de fées, mais il les illustre sous des traits enfantins. Tout comme les jeunes filles dans Suspiria, les protagonistes Rose, Sarah et Marc agissent par instant comme des enfants. Lorsqu'il nous montre le personnage de Sarah complètement paniquée qui se réfugie dans l'ascenseur après s'être pris la saucée de sa vie, elle est apeurée comme un enfant et somme l'homme dans l'ascenseur de rester avec elle pour ne pas rester seule. Elle réagit alors comme un enfant après un malheureux cauchemar. Cet aspect, Argento le met aussi en scène dans l'architecture. Il reprend la formule de son premier opus. L'architecture semble gigantesque face à nos protagonistes, mais il le met aussi en avant dans les passages, les trappes dans les murs que tente d'arpenter Marc. Des passages qui seront tant de rappels à ceux qu'emprunte Alice dans le monde des merveilles. C'est un monde onirique qu'il propose par tant d'histoires qui sont elles-mêmes des histoires quasiment indépendantes les unes des autres. Lors de la fameuse scène aquatique du long métrage, Rose plonge dans un trou, dans le sol totalement surréaliste. Là, elle trouve un amoncellement d'objets, des vestiges d'une autre vie. Ici, elle arrive dans la grotte de la sorcière. Celle qui affiche son nom, la deuxième clé énoncée par Varelli dans son ouvrage. Cette scène est probablement l'une des plus belles et la plus proche de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Elle arrive dans une architecture improbable, et encore une fois, l'architecture s'impose pour prendre le dessus sur le personnage. Cette architecture immergée par l'eau semble figée dans le temps. Mais Alice au Pays des Merveilles et Hansel et Gretel ne sont pas les seules inspirations du réalisateur. Lorsque le personnage de Sarah se pique le doigt pour entrer dans un monde parallèle et maudit d'où elle ne reviendra jamais, c'est à La Belle au Bois dormant qu'Argento fait référence. Ici, le rêve est la clé principale du film. Malheureusement, quand Suspiria était pour moi l'occasion d'un voyage fabuleux, au cœur d'un monde empreint à la fois de merveilleux et de morbide, Inferno est sur ce point la moins probant. Et pour cause, il oscille sans arrêt entre le giallo, en rassemblant les codes du genre, les gros plans sur les gants noirs, les meurtres sanglants, les scènes de meurtre au couteau, et le fantastique expérimental de Suspiria. De mon côté, la sauce ne prend qu'en partie.
À force de tâtonner entre deux mondes, Inferno ne se positionne pas et se révèle beaucoup moins efficace. Et pour ne rien arranger, Argento agence son film comme un ensemble de petites histoires dans l'histoire. Seulement, cette construction narrative, si elle apporte un sentiment encore plus fort de dédale cauchemardesque, finit par perdre en cohérence ce qu'elle gagne en onirisme. Le tout accompagné par des personnages insipides où aucun n'arrive à prendre le dessus. Là où Inferno gagne en technique, il perd en pertinence quand il s'agit de mettre en avant un personnage fort qui nous guidera dans l'histoire. Sur le modèle de son Suspiria, les couleurs sont là encore au cœur de son œuvre. Ici, les tons violets, framboise et pervenche prennent le relais et peignent le long métrage d'une ambiance colorée beaucoup plus douce. Et si Inferno évolue comme son prédécesseur dans une palette chromatique forte en provenance d'un autre monde, ce n'est plus du fait de Luciano Tovoli, le directeur de la photographie dans Suspiria. Le directeur de la photographie ne souhaitait pas revenir sur le projet afin de simplement réitérer l'univers de Suspiria qu'il estimait comme un univers unique. Hasard des choses, il était aussi engagé sur un autre film, et il ne pourra pas participer au projet. Suite à l'absence de Luciano Tovoli, c'est finalement le cadreur de Tovoli sur Suspiria, Romano Albani, qui prendra la relève. Albani retravaillera d'ailleurs par la suite sur le Ténèbres d'Argento qu'il qualifiera d'anti-Suspiria. Pour son Inferno, Argento veut créer une continuité. Quand Suspiria s'inspire des couleurs de Disney, Inferno lui se basera sur les peintures de l'école pré-raphaélite. Encore une fois, la maîtrise de la colorimétrie est impeccable dans ce second opus. Argento agence sa nouvelle fable dans un univers plus doux pour mieux berner le spectateur face aux atrocités qui sont à venir. Cependant, dès l'ouverture du film, je remarque un élément qui me chagrine au plus haut point. Ici, il n'est pas fait mention de Claudio Simonetti, ni de Gobelin pour la musique du film. Et roulement de tambour, je vous le donne en mille, Gobelin n'a pas réalisé la musique d'Inferno. Ce qui, à mon sens, est bien dommageable. Inferno, bien qu'il soit empreint de la touche d'Argento, perd tout de même en pertinence sans le son si particulier de Gobelin. Ce son qui faisait des Suspiria une œuvre complète où tous les domaines artistiques rentraient en résonance. C'est Keith Emerson qui viendra remplacer la musique de Gobelin, avec un son de piano qui m'a donné plus mal à la tête qu'autre chose. Sa soundtrack prenant plus des airs de musique de vieux feuilletons ou de téléfilms d'horreur. Bien heureusement, le morceau Taxi Ride Rum vient rehausser l'affaire. Il s'agit du morceau le plus puissant du film, mais probablement aussi car il s'agit du plus proche de l'univers musical de Gobelin. D'ailleurs, si Gobelin est absent de l'équation, la musique elle prend une place majeure dans le long métrage, et notamment par les personnages de Sarah et Mark qui sont étudiants en musique. Comme pour le personnage de Suzy qui étudie dans une école de danse, encore une fois, Argento inclut ses personnages dans un domaine artistique bien précis. La poésie pour Rose, qui découvrira d'ailleurs le livre des trois mères, et la musicologie pour Sarah et Mark. La sensibilité artistique qu'il donne à ses personnages n'est pas la seule similitude entre Suspiria et Inferno. Les deux longs métrages se retrouvent en de nombreux points. Le réalisateur allant même jusqu'à faire écho à son premier film, en reprenant la scène d'ouverture de Suspiria lors du périple de Suzy jusqu'à son école de danse. Dario Argento ira même jusqu'au point de garder le même chauffeur de taxi. Fulcio Mingosi, une sorte de porte-bonheur pour le réalisateur qui lui donnera des petits rôles dans toutes ses réalisations jusqu'à Phénoména. De plus, à la manière de son Suspiria, Argento fait de la demeure de l'architecture le cœur du film. Bien plus puissante que les personnages qu'il nous présente, il met 1000 fois plus de substance dans cette architecture que dans ses protagonistes. Après nous avoir donné les codes afin de mener notre aventure dans le monde fantastique et glaçant des Trois Mers, il nous montre d'ailleurs instantanément le devant de la façade de l'immeuble, qui sera tout autant, voire plus que Tenebrarum au cœur du long métrage. Les intérieurs, eux, sont clairement des hommages à l'architecture de Suspiria. Ils sont érigés comme des organes, comme les membres d'une chose bien vivante, comme si la maison était le cœur battant du pouvoir de cette sorcière. D'ailleurs, son architecte Varelli ira jusqu'à dire « J'ai construit pour les Trois Mères des maisons qui sont devenues leurs yeux et leurs oreilles, et délibérément me suis enterré ici. Et cette maison est devenue mon propre corps, les briques, mes cellules, les passages, mes veines, et son horreur est devenue mon cœur. » Ici, aucun personnage ne fait le poids, et personne ne prend le pas sur l'autre. Un élément qui, en mon sens, fait beaucoup perdre au long métrage. Cependant, il permet de mettre, par la même occasion, encore plus l'accent sur la maison et sur ce dédale qu'il habite. Mais aussi comme autant de labyrinthes que les protagonistes, tels des enfants perdus, vont devoir bien malgré eux déchiffrer. Car cette demeure de la deuxième sœur, si elle se présente comme une grande bâtisse,
semble, comme pour Suspiria, s'agencer comme une demeure impossible. Les pièces qui s'illustrent devant nous semblent irréelles, comme une autre dimension où passent un à un les personnages. Des dimensions qui d'ailleurs les mèneront peu à peu dans un monde de folie. Marc va progressivement plonger dans un labyrinthe morbide, régi par la mort et s'y enfonce jusqu'à l'affrontement final. D'ailleurs, plus son personnage avance dans son enquête, plus Argento nous dirige les signes annonciateurs d'un malheur mais aussi de la folie qui plane sur lui, notamment par l'apparition de la troisième Mater. Argento introduit en effet la troisième mère, la Cremarum. On la voit furtivement dans l'amphithéâtre alors que Marc est à Rome, elle le dévisage de son regard perçant, puis comme une mise en garde, comme une annonciatrice d'un drame, elle réapparaît suite à la mort de Sarah. Quant à la folie, Argento l'exploite par la présence des fourmis. Ici, elles explicitent clairement la descente aux enfers du personnage. Elles reviennent à plusieurs reprises, c'est d'ailleurs elles qui guideront Marc jusqu'au boss final, l'antre du mal, la mort, la Mater. Une fin qu'il agencera comme pour Suzy à la manière d'un chemin initiatique, par le parcours de Marc dans cette grotte, jusqu'au repère mystique de la Mater. Mais si Suzy et Marc suivent tous deux un chemin initiatique, leur quête est à mon sens très différente. Suzy vit un coming of age, et la fin de Suspiria, si on est sur une fin très similaire à Inferno, le ou la protagoniste en gros plan, avec l'architecture, la maison de la mer en feu en arrière-plan, la signification de cette fin est beaucoup plus optimiste. Suzy est prête pour une nouvelle vie, elle a exorcisé ses démons et arrive dans la vie d'adulte. Dans Inferno, la fin est beaucoup plus noire, et ne se clôt pas sur l'espoir mais plutôt sur la crainte de la mort qui plane et planera toujours sur Marc. Il ne semble pas sortir victorieux des flammes, n'a pas d'expression de joie, et semble presque inquiet sur ce qui l'attend. Tenebrarum, elle est cruelle, c'est la mort, et elle ne disparaîtra jamais vraiment dans l'esprit de Marc comme dans celui d'Argento. Enfin, Inferno n'est pas mon favori des trois mers. Bien qu'il démontre un esthétisme beaucoup plus maîtrisé que celle de son prédécesseur, la volonté d'inclure une mythologie dans ce second volet est parfois bien maladroite, voire lourde et pas très subtile. Comme si Argento, de peur de ne pas légitimer son Inferno, comme une suite de Suspiria, avait besoin de se justifier durant l'intégralité du long métrage. Inferno, c'est un guide des trois sœurs, qui ne cessera pas de vous répéter en boucle les règles du jeu jusqu'à l'indigestion, histoire d'être sûr que le spectateur maîtrise la mythologie des trois mers. Et si vous voulez découvrir ou redécouvrir Inferno, je vous conseille comme toujours ESC avec leur superbe édition Mediabook. Donc ici le film il est blindé de bonus et en plus il y a un petit livre à l'intérieur. Donc voilà, c'est les meilleures conditions pour découvrir Inferno. Concernant la BO, elle a été éditée chez Waxforce Records. Alors Waxforce Records c'est un éditeur qui édite majoritairement des BO d'horreur. Et donc, par rapport au film de Dario Argento, ils ont déjà édité Phenomena ou encore Profondo Rosso. Et leurs éditions, elles sont toujours magnifiques. Elles ont de superbes illustrations comme pour l'édition de Inferno. Je vous laisse regarder. Ici, c'est une édition double vinyle. Et c'est surtout une édition splatter. Donc, je vous laisse un peu baver devant la beauté de ces vinyles. Alors, on a une édition avec un splatter rouge et une édition avec un splatter bleu comme ceci. Donc je sais, je vous ai dit que je détestais la BO. Effectivement, je n'aime que deux musiques sur toute cette BO. C'est vous dire à quel point l'édition m'a fait baver, à quel point je voulais la prendre tellement elle était belle. J'avoue, j'ai craqué. Ici, on est typiquement sur un objet de collection qui ne s'écoute pas. J'avoue. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a, comme Suspiria, donné envie de découvrir ou de redécouvrir Inferno, qu'elle vous a apporté des choses. Et surtout, j'espère que vous êtes prêts parce que la troisième vidéo, là, ça va sentir un peu le sapin. Ça va pas être la même ambiance, on va parler de Mother of Tears, sorti en 2007, le dernier de la trilogie des trois mers, celui sur Mater la Cremarum, et d'un petit opus bâtard que je vous laisserai découvrir durant la prochaine vidéo. A bientôt.